Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Au cours de cet épisode, vous allez avoir la chance de rencontrer Julie Tinès. Éduquée au sein d'une famille militante, l'engagement fait partie intégrante de son code source. Petit à petit, ses convictions ont débordé des cadres politiques et personnels pour gagner du terrain dans sa vie professionnelle. Après une vingtaine d'années de vie parisienne, elle est retournée en Provence. Julie dirige l'activité de formation continue au sein de The Camp, un tiers-lieu en pleine nature. À travers son métier, elle muscle nos cerveaux pour faire cheminer nos consciences. Vous allez découvrir comment et pourquoi elle a décidé de passer à l'action au service de la transition écologique. Attention, sa passion pour apprendre, agir et s'engager est contagieuse. Bonjour Julie. Bonjour. Ton fil Facebook est nourri par des posts au sujet de la protection des espèces. Tu t'engages pour différentes causes, sous différentes formes, que ce soit de manière personnelle, professionnelle et même politique. Et je serais très curieuse de comprendre quand et comment as-tu eu le déclic ? Alors, je dirais que le déclic a eu lieu en entrant à Sciences Po Paris. En fait, alors, parce que le déclic conscient, puisque moi j'ai toujours eu un père engagé, on va dire, enfin un militant de la cause antiraciste. Donc j'ai toujours été quand même un peu baignée par ses actions. Il écrivait des tracts, il allait à des réunions, il parlait beaucoup, voilà, de cette lutte-là. Donc je pense que ça a forcément laissé des traces. En entrant à Sciences Po Paris, évidemment, c'est une école qui est imprégnée d'engagements politiques divers et variés. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais en tout cas, en tout cas tous les étudiants que j'ai croisés avaient des formes d'engagement. Et donc ça a vraiment, je pense, appuyé sur la touche Enter, c'est-à-dire vas-y, toi aussi tu peux faire quelque chose. Et donc j'ai commencé, alors sans doute parce que c'était Sciences Po, par un engagement politique, voilà, dans un parti, avec des actions de militante de base, on va dire. Hein. Alors un poil techno sur les bords, c'est-à-dire que quand même mes forces étaient rédiger des choses, plus que voilà aller coller des affiches à minuit le soir. Donc organiser voilà des sessions, des conférences, les animer, rédiger des textes. Donc c'était beaucoup ça. Et ça a duré assez longtemps. Donc engagement politique, on va dire plutôt pour des causes, voilà, enfin le social. Donc essayer de porter des valeurs des valeurs socialistes, hein, on peut le dire. Donc de solidarité, d'un État fort, enfin différents éléments liés au socialisme. Et puis ça a duré quand même assez longtemps, puisque jusqu'à il y a 3-4 ans, j'étais encore sur ces aspects-là. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai commencé à être touchée par, on va dire, la cause environnementale plus fortement.
ça et là, je pense que la petite bascule s'est faite par des lectures, évidemment parce que le sujet est arrivé dans les médias plus fortement. Donc j'ai commencé à lire voilà pas mal d'articles, de livres sur l'écologie. J'ai commencé à suivre des comptes effectivement sur Facebook voilà d'associations engagées. Et puis finalement, toutes ces lectures et ces engagements ont commencé à me faire voilà, basculer, on va dire, d'un engagement politique à un engagement civil pour l'écologie. Et ça a accompagné mon changement professionnel, effectivement, le départ de Paris pour aller à The Camp, qui était à Aix-en-Provence, a, je pense, concrétisé la volonté de faire des choses plus actives, plus concrètes, tout en gardant le métier que j'aime, qui est donc l'ingénierie de formation, mais de le faire avec un lien plus fort avec l'environnement. Donc The Camp, effectivement, est un lieu quasiment intégralement responsable, durable, avec voilà, l'interdiction du plastique sur le site, avec le recyclage de 80% de ce qui se trouve sur le site, un restaurant végétarien, voilà, donc pas mal de cases entre guillemets de la durabilité qui sont cochées sur le site, et puis la production qui est faite par The Camp en matière de formation, mais aussi en termes de projet, parce qu'il n'y a pas que de la formation au sein de The Camp. Cette formation porte sur, enfin pas que, mais beaucoup sur, on va dire, des sujets de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça, dans mon métier, je suis maintenant sur ces sujets, donc je les ai approfondis grâce à cette activité-là. Et puis le fait, je pense, de vivre sur ce site et de côtoyer énormément de gens qui sont engagés aussi sur voilà, l'écologie, je vais dire le mot écologie, puisque c'est celui qui me paraît le plus juste. Ça a fait que j'ai encore plus, encore plus basculé et que ça s'est retrouvé dans ma vie personnelle, puisque finalement, je ne faisais pas forcément grand-chose dans ma vie personnelle. Alors, à Paris, j'avais pas de voiture. On peut pas dire que j'étais dans une surconsommation, mais quand même. Et là, j'allais dire après 3 ans, même pas un peu moins de 3 ans à The Camp, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie personnelle, surtout en termes de consommation. Et évidemment, ce que je faisais avant me paraît fou. donc, donc on passe effectivement d'un engagement politique à alors un engagement écologique, mais je retrouve la politique puisqu'au bout d'un moment, le fait de faire des choses personnelles, de produire dans mon activité des éveils de conscience sur ces sujets, puisque c'est un peu ma mission en matière de formation, je me suis quand même dit comment aller plus loin, comment influencer plus de monde, comment porter ces idées plus largement. Et là, j'ai retrouvé la politique, puisque je me suis engagée dans les élections municipales de ma ville d'Aix-en-Provence. Et donc voilà, dans une association d'abord, Mieux Vivre Aix, qui a été entre guillemets rejointe par EELV, donc Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, et pour essayer voilà que ces idées soient concrètement réalisées sur le terrain local. Quand je t'entends, c'est finalement le lieu qui a été le déclic. Alors C'est ça, l'espace, c'est effectivement, l'environnement. absolument. Ça, c'est assez fou, je ne m'y attendais pas. Et c'était d'ailleurs, je pense, un trait de génie du fondateur de The Camp, Frédéric Chevalier. Il tenait absolument à un lieu physique. Et sur le coup, quand je suis partie à The Camp, je n'imaginais absolument pas que ça pouvait avoir un impact aussi fort que ça sur les personnes qui passent dans ce lieu. Alors, évidemment, ceux qui y travaillent entre 8 à 10 heures par jour, voire plus, encore plus. Mais oui, le lieu, pourquoi ? Parce qu'il est en pleine nature. Il est très ouvert, l'architecture crée de la sérénité, mais on voit la nature de tous les bouts du site. On est dans une pinède et, tout tend vers ça, tout tend à cette connexion avec la nature. Et en plus, voilà, donc de l'ouverture, de la nature, du bois, des herbes partout. Et ça, effectivement, le fait plus de calme aussi, plus de silence, même si on n'est pas loin d'Aix et Marseille, mais ça reste quand même un lieu où il y a plus de sérénité en termes de bruit. Et ça, pareil, on ne se rend pas compte à quel point à Paris le bruit
est omniprésent. On s'en rend compte quand on n'y est plus, mais je pense que c'est un facteur important de stress. Et donc dans ce lieu, le fait d'y aller tous les jours ou presque, ça a vraiment eu un impact. En fait, je me suis dit à quel point la nature pouvait faire du bien à l'être humain, pouvait vraiment le transformer. Les passages en nature, ça je n'avais absolument pas. J'étais très urbaine, très 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 urbaine, je le suis encore. Mais aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans la nature le plus souvent possible. J'en vois voilà les bénéfices extrêmement concrètement. Les individus en quelques minutes sont mieux, on voit qu'ils sourient, se détendent très très vite. The Camp, c'est très rigolo. Vous avez un accueil et ensuite il y a un chemin un peu dans les herbes folles jusqu'au bâtiment principal. Et moi, je fais beaucoup d'accueil à l'accueil, puis j'accompagne les gens sur ce chemin. Et rien qu'entre l'accueil et le bout du chemin, c'est pas tout à fait pareil. Donc je me suis dit, c'est fou. L'entrée dans ce lieu détend, on voit les gens plus relax, alors que voilà, c'était beaucoup de cadres sub, de dirigeants. Donc impact important de la nature, donc ça c'est une vraie révélation. Bien sûr, aujourd'hui, ça paraît. Belle image, belle image. Tu accompagnes les gens sur le Exactement. chemin. C'est vrai, c'est fou. Et justement, quelle est la réalisation au service de la transition écologique et solidaire, ou bien au service d'une transformation, dont tu es la plus fière? Alors, on va dire que c'est un programme qui est le plus transformateur que j'ai pu mener, qui est une retraite. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, mais quand je suis arrivée à The Camp il y a 2-3 ans, c'était vraiment un peu le début. Enfin, même le mot retraite en français, on n'ose pas le prononcer, à tel point qu'on l'a fait en anglais. On a fait Leadership Retreat pour ne pas prononcer en français le mot retraite, alors que le programme est en français, enfin se fait en français. Cette retraite, donc, c'est 2 jours et demi. Et c'est un cheminement, on reprend cette idée de chemin, hein, c'est un vrai chemin, basé sur la Mmh. théorie U. Donc, pour ceux qui connaissent, donc c'est vraiment la forme d'un U. Donc en gros, on va creuser profondément dans justement dans ce qu'on a dans le ventre, dans ses convictions, dans ses valeurs. On va chercher au plus profond ce qui nous meut. Et puis on remonte jusqu'aux actions concrètes. Qu'est-ce qu'on veut faire et quel chemin de vie on veut prendre? Est-ce qu'on garde le même ou est-ce qu'on change un petit peu de chemin de vie pour nourrir ces nobles buts? Et ce programme-là, il y a eu 4 promotions de participants, donc à chaque fois à peu près une dizaine de personnes. Et donc pareil, alors je les voyais au début, je les accueillais, etc., on discutait, puis je les voyais à la fin du programme. Et là encore, ce n'étaient pas les mêmes personnes au début et à la fin. Alors encore plus fortement qu'à l'entrée de The Camp, mais vraiment, alors avec beaucoup évidemment de larmes, enfin d'émotions sur la fin, de câlins, à cette belle époque où les gens se faisaient des câlins. Donc c'était assez impressionnant à voir. Et ça, c'est un programme qui porte justement sur des nobles buts, mais comment l'individu se connecte aussi à plus grand que soi. Alors plus grand que soi, c'est en gros la planète. Et donc ce sont plutôt des cadres dirigeants ou des chefs d'entreprise, et finalement ce programme les amène à être plus engagés et à essayer de rayonner au-delà de leur équipe, leur entreprise, mais d'aller plus loin. Et c'est vrai que tous les participants qui l'ont suivi ont été, j'allais dire, pour le coup vraiment changés. Ils ont tous, voilà, maintenant des engagements plus forts, une prise de conscience plus forte. Et voilà. Et dans ce programme, il y a évidemment des passages en nature, il y a des éléments sur la biodiversité, mais bien sûr un gros travail sur soi, sur l'individu, en profondeur. Donc c'est un programme de développement personnel. Donc ça, j'en suis très fière parce que j'ai vraiment vu des gens transformés à la fin de ces tout petits 2 jours et demi, mais quand même. Ces gens étaient, si je comprends bien, des managers, des Mmh. dirigeants, des entrepreneurs, Oui. heu, hommes ou femmes. Mmh. Quels sont, les effets directs et peut-être indirects aussi sur l'entreprise, attendus? Alors, l'idée qui se cache derrière, d'ailleurs quasiment tous les programmes de The Camp, c'est de formation, en tout cas, je parle juste pour la partie formation, c'est de suffisamment créer de déclic et semer suffisamment de graines dans le cerveau des individus, parce que moi je m'occupe quand même un petit peu plus de leur cerveau, mais aussi de leurs émotions, etc. Pour que quand ils retournent dans l'entreprise, ils ne soient plus le même individu. En gros, on se dit que on peut pas changer des millions de gens d'un coup.
En revanche, une personne qui, elle, va changer son comportement, va rayonner différemment, va pouvoir avoir de l'impact et de l'influence sur tout un tas d'autres personnes avec qui elle travaille. Donc forcément, pour nous derrière, c'est de dire qu'on replace, enfin, les individus qui retournent dans leur entreprise vont elles-mêmes toucher d'autres personnes qui vont, je l'espère, avoir des déclics, etc., en voyant que cette personne a un comportement différent, a des engagements différents, des valeurs qui ont peut-être été confirmées ou renforcées. Et moi, je suis assez sûre qu'un manager, justement, a énormément d'impact. Alors si c'est un leader, alors encore plus, c'est un peu ça l'idée, c'est d'en faire des leaders. L'impact qu'ils ont sera encore plus grand. Donc forcément, ça aura un impact sur l'entreprise derrière. Ça va commencer par l'équipe, mais ensuite, voilà, ça grossit et ça va évidemment se diffuser, remonter. Moi, je pense que c'est vraiment individu par individu, on fait tache d'huile. Et qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire des programmes à impact comme celui-là? Alors, eh bien, je suis la bonne personne parce que j'ai moi-même cheminé. Et en fait, je suis partie on va dire d'un engagement qui est plutôt justice sociale, et puis qui a eu des prises de conscience sur la partie écologique. Et en plus, je suis très sceptique de base sur plein de choses. Enfin, je pars toujours d'une espèce de doute sur les méthodes, oui, principalement voilà sur les méthodes, les apports, sur des contenus. Enfin, je les passe au tamis de ma pensée critique assez fortement. En revanche, une fois que je suis convaincue par quelque chose, du coup, ça devient très fort. Donc, je l'ai bien testé. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est que je ne suis pas naïve ou, comment dirais-je, alors je suis pas encore dans la radicalité d'ailleurs, mais je pense que je pense que c'est un chemin vers plus de radicalité que j'emprunte aujourd'hui. Et ce qui fait que j'arrive à bien doser, je pense, les choses et à percevoir aussi quels individus ont déjà commencé le changement, enfin, ont déjà eu des déclics, ceux qui n'en ont pas du tout, ceux qui ont commencé à bien avancer, parce que ça c'est très important de proposer à chaque individu des choses qui leur correspondent. Quelqu'un qui n'a pas du tout le moindre déclic, la moindre prise de conscience, vous n'allez pas lui proposer ce type de retraite, par exemple. Il va être totalement réfractaire, il va trouver ça trop intime. Enfin, il peut y avoir pas mal de garde-fous cognitifs, comme on dit, qui peuvent se mettre en place. Et moi, je pense que maintenant, au bout de 14 ans, ça fait 14 ans déjà que je fais de la formation continue exécutive, j'ai une perception très rapide de là où est le curseur chez l'individu. Et ce qui permet, je pense, de bien conseiller les personnes sur le type de programme qu'ils doivent suivre, de sélectionner, en tout cas de bien orienter les personnes. Et puis voilà, pas avoir une vision prosélyte, mais progressive comment dire, je des mots anglais, mais c'est le fine tuning, créer un programme qui correspond au moment, enfin là où vous êtes, à quel moment vous êtes de votre vie, vous ne suivrez pas le même programme. En revanche, voilà, et créer le plus de déclics possible, le plus de changements d'opinion. Moi, c'est vraiment ça. Alors, c'est pour ça que les biais cognitifs, ça, c'est ma passion, puisque je pense que toutes nos actions, nos engagements sont beaucoup liés à nos biais. Et donc, je trouve que quasiment dans tous les programmes de formation, il devrait y avoir un travail préliminaire sur nos biais cognitifs. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Mais voilà, donc j'essaie de travailler sur les biais des gens, et une fois que j'en ai peut-être désarmé quelques-uns, de les lancer sur des contenus qui leur apporteront les pistes pour l'action. Donc je pense voilà, c'est se repérer ce qu'il y a dans l'individu avant de lui proposer quelque chose. Et comment t'y prends-tu quand c'est à l'échelle de l'entreprise, d'un collectif? Là, justement, c'est peut-être le plus difficile. Hein. C'est pour ça que les programmes que moi j'ai trouvé le plus transformateurs, c'est quand même quand il y a un travail sur l'individu. Quand on a des cohortes plus grandes, des équipes, où on doit travailler sur un collectif, là, il faut essayer justement de travailler la force du collectif. Et aujourd'hui, alors là, pareil, j'étais assez sceptique au début sur toutes les méthodes d'intelligence collective.
Et aujourd'hui, j'en ai vu la puissance. Si c'est très bien fait, si ces méthodes sont bien utilisées, on peut quand même faire bouger un collectif. Pour moi, c'est quand même plus difficile et moins fort que quand on travaille sur l'individu lui-même, alors qui est dans un groupe, hein, mais qui fait un travail, on va dire, plus sur lui-même, que quand on travaille sur des méthodes collectives, de collaboration, de coopération. Donc, avec l'entreprise, c'est toujours plus light au début. Généralement, je pense que l'approche, c'est commencer par un petit pas. Là récemment, donc j'ai monté un parcours sur la RSE qui part toujours plutôt de ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire des contenus avec des experts qui vous disent voilà, qui éclaircissent des notions, qui expliquent de nouveaux sujets comme la pensée systémique, la frugalité, des choses comme ça, qui sont liées à la transition écologique, mais qui vont pas le dire comme ça. Voilà, ça va être des notions d'inspiration applicables à l'activité ou dans la vie personnelle. Et on part de ce côté inspiration. Généralement, c'est dans ces moments d'inspiration que se crée quand même une attraction, une envie d'en savoir plus, etc. Et après, on peut tisser des choses plus larges. Donc c'est vrai que selon les entreprises, après il y en a qui sont très très avancées, qui sont déjà largement déjà engagés à mettre en place des dispositifs, des actions plus responsables, des engagements très stricts sur les matériaux, l'énergie, plein de sujets. Mais quand ce n'est pas encore le cas, il faut commencer tout doucement. Voilà, c'est vraiment la progression. Il faut jamais, on n'obtient jamais rien voilà, avec des choses très radicales tout de suite sur des personnes qui n'ont pas encore fait le chemin. Donc vraiment, il faut créer le chemin. Et je pense que le changement de toute façon est progressif, donc ça demande pas mal d'étapes. Mais en revanche, une fois qu'on a accroché, une fois qu'on a voilà, toutes ces graines, une fois qu'on les a semées, elles ne partent plus. Et comment as-tu appris à faire cheminer les consciences individuelles et collectives? Comment j'ai appris? Oh bah, beaucoup d'observations. Alors, moi à la base, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'étais très timide quand j'étais plus jeune. Mais la force des timides, c'est que du coup, vous avez les oreilles grandes ouvertes, puisque vous parlez moins. Et donc, j'ai beaucoup écouté, observé les gens, leurs comportements, leurs attitudes. Après, j'ai plein de choses, puisque dans mon métier de la formation, il fallait vraiment avoir de bonnes connaissances sur les sciences cognitives, comment le cerveau marche. Alors, à la base, comment il apprend, mais au final, c'est comment il fonctionne au sens large. Donc, j'ai regardé beaucoup ça. Et évidemment, quand j'ai commencé à The Camp à me dire que j'aimerais que toutes les personnes qui passent à The Camp en ressortent changées et aient envie de protéger l'environnement, d'agir différemment, de consommer différemment, etc., etc., je me suis dit bon, comment faire? Et en gros, c'était effectivement comment créer des déclics cognitifs. Donc c'est vraiment cette observation plus beaucoup de lectures sur, on va dire, les sciences cognitives, qui aujourd'hui sont très à la mode, mais je pense que tout le monde doit aujourd'hui, enfin j'aimerais que le plus de monde possible ait un savoir de base sur les sciences cognitives. Comment fonctionne son cerveau? Il n'y a pas que moi qui le dis, mais on connaît parfois comment fonctionne, on apprend à l'école comment fonctionne le corps humain, enfin les organes, le sang, les veines, tout ça. Mais bon, moi je n'avais jamais étudié trop le cerveau et je trouve que c'est aujourd'hui le principal. Une fois qu'on sait comment il fonctionne, qu'est-ce qui le fait fonctionner bien, moins bien, l'aveugle, etc. On a toutes les clés ensuite pour produire du changement plus facilement. Donc, je pense Et que c'est ça les 2 points principaux. passionnant. Comment continues-tu maintenant à apprendre? Alors moi d'ailleurs, dans tous les tests, je suis une grande fan aussi un peu des tests pour mieux se connaître. Donc, je fais le processcom et là j'ai fait le test sur les forces. Donc ma première force qui ressort de tous les tests, hein, donc je pense que on peut pas le nier que c'est ça. C'est love of learning, donc aimer apprendre. Donc qui est à la fois remarquable, parce que dans mon métier j'en ai besoin, et ça me fait avancer, et ça me fait sans doute produire des programmes plus, on va dire, plus pertinents. Après ça peut être une plaie parce que c'est un peu insatiable. C'est-à-dire que et puis ça prend beaucoup de temps puisque j'ai envie de lire plein de choses, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais c'est ça, c'est ma grande force, c'est d'apprendre. Et aujourd'hui, ah,
Bah, je lis, je passe, je sais pas, ma journée, 2, je dirais 3 heures par jour à lire des choses, à alors ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir fait, prépa plus Sciences Po, ça m'a donné une capacité à lire très vite, très, très vite, et en plus une grosse faculté de concentration, donc ça je trouve que c'est aussi une merci mes études. Voilà, ça c'est le bon qu'il en ressort. Donc je lis très vite et je garde les choses. Alors parfois même inconsciemment, et quand je relis quelque chose, ça s'ancre, etc. Donc on va dire que j'ai des capacités physiologiques qui m'aident à apprendre et à lire et à intégrer, et je prends des notes et je fais des liens. C'est vraiment une force chez moi. Et quelle est la dernière formation ou démarche, de développement personnel que tu as entreprise? Mm. Alors moi, alors ça pareil, c'est que alors encore une fois, pourquoi je pense que ça revient à pourquoi je peux avoir une valeur ajoutée sur ces programmes-là, c'est parce que encore une fois, je les voyais d'un œil très, très critique, et puis après j'en ai fait des très bons. Donc récemment, j'ai suivi un cycle qui s'appelle Leadership inspirant, avec Centrale Lyon, mais se déroulant à Centrale Marseille, à l'école centrale de Marseille. Cycle voilà de 21 jours sur un an, avec beaucoup d'apports, sur la connaissance de soi, voilà. Ensuite évidemment la relation aux autres, et puis, la relation à l'équipe, et ça, c'était extrêmement fort, et je pense que la valeur ajoutée de ce cycle, c'est évidemment sa durée et le fait que ça se répète une fois par mois sur un an. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu d'impact sur moi. Et évidemment, derrière, ça m'a donné envie de continuer ce genre de cycle. Une fois que vous l'avez fait, voilà, vous n'êtes plus la même. Donc après, j'ai pris une coach aussi que j'ai toujours, qui me permet de travailler différents sujets, plutôt voilà, d'équilibre vie pro, vie perso, qui est un vrai sujet chez moi. Mais qui en même temps, on travaille évidemment toujours la connaissance de soi derrière tout ça. Et puis après, je continue à suivre des séquences, rien moins qu'hier, d'ailleurs sur notre sujet, une intervenante que je connais, qui intervient à The Camp, qui a fait une séquence euh, sur se mettre en posture alors c'est, comment dirais-je, ce qu'on appelle un peu l'écologie profonde. C'est-à-dire, c'est de la visualisation de ce que vous voulez faire comme engagement, justement. Donc c'est vraiment c'est du centrage, mais avec cette visualisation, toujours pareil, hein, d'un chemin. Donc il y en a un derrière vous, il y en a un devant vous, et vous réfléchissez, voilà, toutes les idées que vous avez envie de mettre en œuvre, en action, et ensuite elle vous fait avancer sur ce chemin virtuel, imaginaire, et pour montrer que voilà, que vous êtes dans l'action maintenant et que vous allez mettre en place des choses, etc. Donc ça, je fais ça aussi, je teste ces choses-là, toujours à la recherche de méthodes qui permettront aux gens de vraiment s'engager, parce que souvent on a envie, on est très motivé, et puis bon, comme on travaille beaucoup, comme on a des enfants, comme on a ci, comme on a ça, c'est compliqué. Donc il faut sans cesse réactiver cette envie d'engagement, parce qu'à un moment donné, ça va le faire. Voilà, ça va tomber au bon moment, ça va tomber au moment. Alors le confinement, je pense que c'était pas mal pour pas mal de gens, puisqu'il y avait un petit peu plus de temps. Enfin bon, si vous aviez des enfants pas trop petits, je pense. Et quand ça tombe à ces moments-là, là, on peut créer un réflexe. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis dit, j'ai envie de faire encore plus. Qu'est-ce que je peux faire à distance? Alors, j'ai commencé à faire des, des courriers, enfin, des emails aux préfectures sur la question de la chasse. Et donc ça, je vous invite, toutes les personnes qui entendront ce message, vous pouvez peser. Enfin, l'idée, quand vous voulez donner de la voix, quand vous voulez essayer de peser, et surtout de montrer aux dirigeants et aux institutions publiques qu'il y a des citoyens en nombre qui veulent défendre certaines causes, parce que parfois, ceux qui veulent défendre l'écologie, il y en a une partie qui est assez silencieuse, parce que c'est des démocrates pacifiques, voilà, donc c'est pas toujours les plus virulents. Et donc, vous avez ce moyen, vous pouvez écrire aux élus, aux préfets, et plus c'est bien fait. Alors moi, évidemment, j'ai mis des arguments juridiques, mon passé d'affaires publiques est ressorti. Je me suis dit, comme ça, ils verront qu'il y a des citoyens éclairés qui veillent. Et donc voilà, tout ça pour essayer de réduire, voire de supprimer, bon ça sera plus plus difficile, la période de chasse, puisque en ce moment les préfectures se posaient la question de la rallonger, ce qui évidemment me fait bondir. Donc voilà, écrire à des préfets, évidemment participer dans des
contributions publiques, des pétitions, j'en signe, je pense, 2 par jour. Et je pense que vraiment l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a une masse importante, très très importante de gens qui ont envie de porter ces valeurs écologiques, de protection du vivant, sous toutes ses formes. Voilà, que la biomasse, il y a plus que 3% d'animaux sauvages dans la biomasse sur la planète, ça me paraît vraiment pas assez. Voilà. Donc, pour éviter l'extinction et tout ça. Eh bien, merci de partager cette passion pour apprendre, pour agir, pour s'engager. Mmh. Qu'est-ce qui au quotidien te coûte de l'énergie? Alors justement, au quotidien, j'en parlais justement avec un coach cette semaine. Ce qui pompe beaucoup d'énergie, c'est le dilemme qui peut-être parlera à des personnes de est-ce que j'agis encore plus fortement, est-ce que je donne encore plus, ou est-ce que je lâche l'affaire? Il y a ce dilemme qui parfois arrive dans des moments un peu où vous avez un trop plein de mauvaises nouvelles, on va dire, de lecture un peu pessimiste. Moi, ça m'arrive de me dire bon, est-ce que tu en fais encore plus? Donc tu donnes plus de temps, d'argent, est-ce que tu changes de job pour être encore plus impliqué? Est-ce que tu vas rejoindre bénévolement WWF pour lutter contre les braconniers en Afrique? Enfin, voilà, est-ce que tu fais des trucs plus significatifs encore? Ou est-ce que tu lâches l'affaire? Puisque après tout c'est foutu, voilà. Et en fait, dans ces moments-là, ça me pompe énormément d'énergie puisque mon cerveau se met à étudier toutes les options en fait qui existent. Si je fais ça, il se passe quoi? Si je fais ça, il se passe quoi? Et ça, c'est typiquement les trucs qui pompent de l'énergie puisque j'analyse toutes les possibilités, les pistes que je pourrais avoir et tous les risques associés, et etc., etc. Et donc, bonne astuce que ma coach m'a donnée, si ça peut aider d'autres personnes. Quand vous êtes dans ces dilemmes un peu de j'agis pas, je culpabilise pas, je peux faire plus, mais j'arrive, voilà, je peux faire plus, j'ai tout ce qu'il faut. Mais donc dans ces cas-là, il faut l'écrire. Déjà, c'est la première chose. Donc moi, je vais me faire une séquence d'écriture. Une fois que c'est écrit sur le papier, déjà, vous avez plus peur d'oublier ce que vous êtes en train d'analyser. Donc, parce que parfois, moi, ça revient, parce que je mets comme ça, je l'oublie pas, oui, je peux faire ça, tac, 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 j'ai vu des sites où on peut faire ça. Bon, il faut écrire, comme ça sort un peu du cerveau. Et je pense que déjà ça pompera un petit peu moins d'énergie. Mais je pense que c'est ça, c'est l'alternance pessimisme-optimisme, moi, qui me prend beaucoup d'énergie. Parce que pour sortir du pessimisme, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et qu'est-ce qui t'en donne de l'énergie? Et ce qui m'en donne, alors c'est d'avoir des personnes qui sont émerveillées ou touchées, enthousiasmées par les sujets de transition écologique et solidaire, alors qu'à la base, je m'y attendais pas trop. Donc effectivement, récemment, des salariés de différentes entreprises avec qui on travaille sur ces sujets, une grande boîte de conseil, une grande entreprise du secteur du luxe. Il y a eu on leur propose des capsules en ligne sur la RSE, sur la biodiversité, sur le management de l'impact, les tech for good, enfin des sujets vraiment liés à la transition écologique et solidaire. Et en fait, il y a beaucoup de retours de ah là là, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce que je peux faire, beaucoup d'intérêt, de passion, et puis alors peut-être que justement moi je suis en contact avec la partie la plus, comment dirais-je, la plus sensibilisée de la population française, hein, probablement, mais pas que. Mais en tout cas, voilà, je sens que quand quelqu'un cette petite graine, enfin quand la graine a été plantée et qu'il s'est passé quelque chose, là, ça me donne de l'énergie pour pour au moins une bonne semaine, voire plus. Donc c'est vraiment ça, quand j'arrive à toucher les gens. Et est-ce que tu as en tête un projet ou une démarche d'engagement au service de la transition écologique et solidaire qui a échoué et que tu aurais entreprise, et pour quelles raisons selon toi? Qui a échoué, on va dire que les élections municipales, ma liste n'a pas gagné, n'est pas au second tour, donc c'est une forme d'échec. La liste a fait 9,28%. Bien loin devant les 30% de la maire sortante, qui n'est pas du tout, je pense, sensible à cette question de transition écologique et solidaire. Donc c'est un échec, et c'était
c'était un peu rude parce que je m'attendais à un petit peu plus. Je pensais qu'on serait au moins entre 10 et 12%. J'étais un petit peu déçue, même si c'est 2 fois plus quand même que ce que ELV a fait il y a 6 ans. Donc bon, quand même, on voit qu'il y a une progression, il faut voir le côté positif. Mais c'est une forme d'échec et ça m'a un petit peu mis un coup parce que je me suis dit, bon, bah, il y a quand même des coins comme ça, alors que Aix-en-Provence est entouré de garrigues, de collines, de terres agricoles, qu'il faudrait, voilà, qu'on pourrait transformer, ou qu'on pourrait même protéger, pour pas qu'elle soit construite. Bah, c'est une population qui n'est pas aussi sensible que je m'y attendais. Voilà, donc je suis un peu déçue, et notamment, alors j'ai fait plein de marchés, de tractages, je suis allée voir dans le cadre de la campagne des personnes, et j'étais un peu attristée par les jeunes que j'ai rencontrés. On va dire, mais les très jeunes, pas les. En gros, il y a la population, je pense, des trentenaires qui est plutôt très sensible, en tout cas à Aix-en-Provence. En revanche, tous les 18-25 que j'ai croisés, hein, après ça reste toute petite, tout petit panel, mais c'était vraiment, ils étaient très 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 loin du moindre engagement et de cette question. Donc bon, je pense que c'est très localisé, c'est une ville en région, etc. Donc c'est pas représentatif, mais voilà, c'était une forme d'échec de voir que il y avait encore beaucoup de choses à faire, et notamment sur les 18-25 ans. Tu as évoqué tout à l'heure le dilemme agir ou lâcher l'affaire, l'alternance pessimisme-optimisme qui pouvait générer de l'usure aussi. Oui. De quoi as-tu besoin, toi, pour continuer, pour accélérer ? Alors moi, j'ai besoin, bah, tout bêtement, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes convictions. Alors à The Camp, c'est un peu une bulle, c'est-à-dire que je suis entourée, et je pense que c'est ce qui m'a portée, entourée de gens comme ça. J'ai croisé plein d'intervenants qui ont cette volonté de faire avancer les choses, et qui du coup, évidemment, voilà, c'est tout un réseau qui se crée, de personnes qui s'entremotivent. C'est-à-dire que on peut pas lâcher quand, voilà, quand quasiment tous les jours, moi, je fais intervenir quelqu'un qui parle de biomimétisme, d'indicateurs pour mesurer l'impact carbone. Enfin bon, voilà, je suis quand même dans un bain qui reste très motivant. Voilà, donc c'est vraiment les rencontres et l'accompagnement et se reconnaître, on va dire, avec d'autres personnes. Puisque comme ça, quand on lâche un peu, on rencontre une personne qui, elle, est dans la phase d'optimisme et de motivation, et hop, ça repart. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel, c'est qu'on soit pas tout seul face à son réseau social. Et voilà, la news qu'on vient de lire sur l'extinction, la 6e extinction de masse, c'est vraiment les autres êtres humains qui partagent ses convictions et ses engagements. Donc c'est un peu l'idée de ce que tu veux faire d'ailleurs, hein, donc c'est top. Tout à fait, Julie. C'est bien l'objectif de la communauté Canary Call, permettre l'échange et le soutien entre pairs. Et donc un grand merci pour ton enthousiasme et ta participation active. Eh ben, merci, mais merci à toi, parce que je me dis que du coup, si tu participes justement à relier toutes ces personnes, ça ne fera que du bien, parce que ceux qui sont déjà effectivement avancés, engagés, un petit peu comme moi, et je pense que d'autres personnes que tu vas avoir, ça va les soutenir, et ça leur évitera effectivement ces petites phases de déception, d'usure, et ça, ou au moins ça va les raccourcir, donc ça permettra, voilà, ce sera que du bon. Et puis peut-être des gens qui sont au début du chemin, de leur faire passer l'étape d'après, etc. Et on sera plus dans la visualisation imaginaire, on sera dans l'action concrète. Donc dans tous les cas, je pense que voilà, chaque étape, comme je le disais au début, ça peut servir. Parmi les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, pour lequel ou lesquels tu te sens la plus engagée ? Oh là là, c'est dur de choisir. En plus, hier, il y avait non, avant-hier, il y a eu une capsule comme ça qu'on a proposée à un grand cabinet de conseil sur les ODD. Et l'intervenant disait évidemment que tout est lié, donc s'il fallait vraiment en choisir un, alors moi, je vais te dire un truc, c'est l'eau, l'accès à l'eau potable. Alors peut-être que c'est conjoncturel, mais en ce moment,
j'ai un sujet avec l'eau puisque je participais à un débat sur l'eau et effectivement, il y a des gros sujets puisque l'eau est extrêmement peu chère, ce qui n'est pas tout à fait normal. Mais en fait, il va y avoir des vrais sujets de partage de l'eau avec le reste aussi de la biomasse. Les animaux d'élevage qui représentent quasiment 70% de la biomasse, mais aussi les animaux sauvages. Voilà. Et l'eau est cette denrée très rare et très précieuse. Et donc voilà, en ce moment, ce qui me touche beaucoup, c'est l'accès à l'eau potable pour l'homme, mais en même temps en me disant, si l'homme rafle toute l'eau, s'il amène vers les villes l'eau des montagnes, l'eau des ruisseaux, des rivières, etc., eh bien c'est là aussi une façon de faire dépérir les autres écosystèmes. Donc il y a un vrai sujet d'économie d'eau, on le dit pas assez. Et les experts de l'eau disent que voilà, il faut vraiment remettre au goût du jour cette idée d'économie d'eau aujourd'hui. Donc voilà, je choisirais celui-ci, mais je pense que demain, tu me poses la question, il y aura peut-être un autre. Je pense à celui-ci. Et ton entreprise, sur quels objectifs est-elle la plus engagée? Alors, The Camp, c'est un lieu de. Alors, on essaie d'éclairer, d'éveiller, de sensibiliser sur pas mal d'entre eux. Donc un seul. Alors, attends, je vais voir comment ils sont libellés. Alors, il y a plein de projets à The Camp. Il n'y a pas que de la formation. Moi, évidemment, j'ai un gros biais puisque je regarde ça, donc je pense à l'éducation, mais ouais, quand même, parce même avec les programmes pour les enfants, parce que moi, je suis la partie adulte, mais à The Camp, il y a des programmes pour les enfants, pour les ados aussi. Donc, je vais dire que c'est l'éducation. Je sais plus comment il est libellé exactement, accès à l'éducation. Merci. Et trouves-tu que De l'entreprise... qualité, ouais. Éducation de qualité. Éducation de qualité. Voilà, c'est l'objectif 4. Objectif 4. Et trouves-tu que ton entreprise reconnaît ton engagement en termes de cause à sa juste valeur? Alors moi, oui, j'ai de la chance, mais c'est très très atypique. The Camp, c'est. D'ailleurs, moi, j'ai découvert les ODD à The Camp, donc je pense qu'il y a. C'est pas une entreprise très très standard, très typique, je pense, de toutes les autres entreprises qui existent. Donc nous, la raison d'être de The Camp, c'est les ODD. Enfin, c'est vraiment ça. Donc c'est très très spécial. Donc oui, tout ce que je fais, tous les engagements sont plus que reconnus. Ils sont aidés, promus. C'est-à-dire mon activité se confond avec les engagements parfois. Oui, voilà. Mais c'est très spécial pour le coup, ce camp là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait permettre de déployer encore plus l'impact que tu souhaites avoir? Je dirais moi je me suis dit ça, que les personnes qui s'engagent, qui, qui, qui font des choses, même si j'aime bien le côté humilité, le côté le faire avec discrétion, je pense qu'il faut pas hésiter à le dire autour de soi. Moi, je le disais pas trop. Enfin, je trouvais que c'était le privé, alors surtout quand j'étais un peu en politique, enfin, vaguement. Je le disais pas toujours, enfin, parce qu'on sait jamais. En plus, bon, on sait jamais, ça pose un problème à la personne en face, etc. Et parfois, on partage pas assez les actions qu'on mène. Par exemple, parce qu'on a l'impression que c'est pas grand chose. Moi, donc tu sais que je partage plein de pétitions, et puis je me suis dit, ah là là, les gens, ça doit les saouler, toutes ces pétitions, il y en a une bonne partie qui doivent se dire ça sert à rien. Et donc je me suis dit, et en même temps je voyais que j'avais quelques amis qui qui étaient réactifs, ils disaient ah oui, tout à fait, qui signaient, tout ça. Donc je me disais, bon bah moi s'il y a 2-3 personnes en plus qui signent, ça peut servir. Donc je pense qu'il faut moins
s'auto-censurer. Voilà, dire bah oui, j'écris à des préfets, j'écris des emails, je ne sais absolument pas si ça aura un moindre impact, mais peut-être que on voit quand même qu'il y a des comptes et j'allais dire des actions virales sur les réseaux sociaux qui fonctionnent, en tout cas qui pèsent. Je pense notamment à toutes les actions qui interpellent les supermarchés. Il y en a quand même un certain nombre où les assos ont eu des réponses des supermarchés sur le plastique, sur leur façon d'emballer les choses. Il y a eu vraiment des grandes enseignes qui ont été mises au pied du mur. Donc je pense vraiment que la multitude, donc l'impact sur le digital peut être important, peut porter une voix assez forte et peut quand même aider à agir. Donc il faut le faire, tant pis, il y aura des gens qui vous diront que ça sert à rien, que c'est idiot, que c'est naïf, mais faut persister. Et donc c'est ça, c'est en fait ne pas s'auto-censurer, ça peut augmenter, je pense, l'impact, et que des personnes un peu timides, comme je l'ai été, gagnent un petit peu plus de confiance en elles et n'hésitent pas, voilà, tant pis, à paraître naïf et un peu bisounours, comme on dit, vive les bisounours. Vive les bisounours. Voilà. Le petit bisounours deviendra un grand acteur du changement. Voilà. Est-ce que c'est ton canary call ou est-ce que tu en as un autre en tête? Alors, ça en fait un sympa. Je pensais pas du tout que ce serait celui-ci. Mais en même temps, oui, parce que en plus, moi aussi, je me disais, moi aussi, j'ai eu cette expression, c'est un peu bisounours. Et après, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Enfin, c'est vive. Alors, toi, justement, vive les Canaries. C'est un peu l'idée. C'est les colibris. Je veux dire, si on met tous les colibris, les canaris et les bisounours ensemble, ça commence à faire un certain nombre de gens. Et j'ai envie de dire, c'est une communauté, moi, qui me plaît bien. Déjà, c'est tout doux, c'est mignon, c'est frais. Donc, oui, ça serait le call. Canaries, colibris, bisounours. Soyez forts, reconnaissez-vous, suivez-vous, motivez-vous et voilà, et restez dans cette même envie, dans cet élan. Parfait, il ne manque plus que les crapauds fous au bestiaire. Pour conclure, quel titre, quelle musique notre échange t'évoque-t-il? Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup. Je pense que c'est un mélange cognitif de trucs que j'ai vus. En ce moment, je suis sur Instagram je sais pas comment on pourrait l'appeler, un gars qui s'appelle Dean Schneider, qui vit en Afrique du Sud et qui passe son temps à faire des câlins à des lions, parce qu'il a un groupe de lions sur son terrain là-bas. Il a des singes aussi, il a des hyènes et des, je sais plus, non pas des léopards, des guépards, enfin bref. Donc il est en pleine nature, enfin c'est un truc de dingue. Donc moi ça me fait beaucoup de bien de le voir, parce que voilà, de voir des animaux et cette espèce d'amour entre espèces, c'est absolument génial. Et donc c'est pour ça que je pensais au Roi Lion, cette espèce de chanson de Circle of Life qui est arrivée, et je sais pas trop pourquoi, mais sans doute oui, parce que les animaux, parce qu'aujourd'hui je suis aussi très 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 motivée à protéger la faune sauvage. Donc je dirais la belle chanson, là, voilà, je crois que c'est Circle of Life, je peux commencer en français, du Roi Lion. Et puis en plus, voilà, c'est très engageant, il y a un souffle qui part du tréfonds pour appeler au renouveau. Donc je trouve que ça peut bien coller. Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour ce partage d'énergie engagée. Je suis sûre que tous ceux qui vont t'écouter vont cheminer avec toi. Venez, il est sympa le chemin, ça sent bon, il est agréable, on respire, c'est chouette. Et plus nombreux, comme ça on se tiendra la main, ça sera plus sympa. Merci Julie. Merci à toi, merci beaucoup. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris
et passez à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.